Beaucoup d'entre elles ont retenu en fait que cette résolution comprend une phrase sans équivoque qui exige la libération immédiate et inconditionnelle de tous les otages, ce qui est évidemment l'objectif définitif de cette organisation et de toutes les familles d'otages. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec Danny Sheikh. Danny, bonjour, Boker Tov. Merci d'être avec nous ce matin. Je rappelle à nos auditeurs que vous avez été ambassadeur d'Israël à Paris et que dans le cadre aujourd'hui de la campagne pour tenter de permettre le retour des otages en Israël, vous êtes le responsable du pôle diplomatique de l'état-major, au sein de l'état-major des familles d'otages. Et à ce titre, justement, je voudrais que l'on ait votre réaction. Quel est l'état d'esprit qui règne aujourd'hui au sein de l'état-major, dans les familles des otages, après, on va dire, le vote des Américains, l'abstention des Américains, après le refus du Hamas de répondre favorablement aux propositions qui ont été faites ces derniers jours, face à cette impasse, apparemment, que l'on voit, que l'on constate dans les négociations sur le retour des otages? Je pense qu'il faut comprendre que les familles elles-mêmes n'entrent pas forcément dans les petits détails de telle ou telle action diplomatique de tel ou tel pays. Moi, je n'ai pas entendu de la bouche de membres de familles d'otages une analyse concernant le vote américain au Conseil de sécurité. Beaucoup d'entre elles ont retenu en fait que cette résolution comprend une phrase sans équivoque qui exige la libération immédiate et inconditionnelle de tous les otages, ce qui est évidemment l'objectif définitif de cette organisation et de toutes les familles d'otages. Mais qui ne conditionne pas, les aléas autour de la négociation elle-même à Doha, évidemment, résonne très fort dans les oreilles de ces familles. Vous pouvez vous imaginer que ce que nous, analystes un peu froids, entendons et essayons d'analyser résonne chez eux 10 fois plus fort, puisque la question implique leurs proches. Dans ce qui s'est passé à l'ONU, pour la première fois, il n'y a pas eu de conditionnement, on va dire, de la part, dans cette résolution, conditionner, on va dire, le cessez-le-feu par une libération des otages, et le fait que les Américains n'aient pas opposé leur veto à cette résolution, ça peut montrer peut-être une forme d'érosion de la position des Américains, ou vous ne croyez pas? Oui, peut-être. Je pense que les Américains, pour des raisons qui les concernent, voulaient qu'un texte soit finalement voté. Tous les textes précédents étaient sous veto, soit des Américains, soit des Chinois et des Russes. Et c'est la raison pour laquelle le texte est extrêmement court, avec peu de détails. Ce conditionnement aurait provoqué de toute évidence un veto chinois ou russe ou les deux, et donc les Américains se sont contentés de deux déclarations claires qui, même si elles ne proposent pas de conditionnement, sont mis à égalité, c'est-à-dire on peut en déduire que l'un et l'autre doivent avoir lieu en parallèle. C'est l'analyse d'ailleurs que l'ambassadrice américaine aux Nations Unies et après ça le conseiller à la sécurité nationale ont fait de ce texte. Maintenant, on connaît les résolutions du Conseil de sécurité. Ce ne sera pas la première à laquelle Israël ne répondra pas présente. Mais voilà, il y a ce qu'il y a. Il faut comprendre que les États-Unis ne sont pas là uniquement pour répondre directement aux attentes et aux souhaits du gouvernement israélien. Il y a aussi des considérations qui concernent leur position diplomatique dans le monde et la politique intérieure aux États-Unis
ce qui est peut-être embêtant pour Israël, mais pas illégitime du point de vue d'un président élu par les Américains pour les Américains. Oui, vous pensez que cette résolution éloigne, on va dire, donne, on va dire renforce, on va dire, le Hamas et le conforte des gens comme Yahya Sinwar dans son positionnement, à savoir de ne pas, pour l'instant, aller vers un accord parce que finalement il n'en a pas besoin puisque la communauté internationale fait le travail de pression sur Israël gratuitement pour lui. Écoutez, Daniel, j'ai assez de mal pour comprendre la position israélienne dans cette négociation. C'est beaucoup demandé pour que je comprenne celle du Hamas. Elle est souvent confuse. Moi, je pense que je peux penser à une dizaine de raisons pour lesquelles le Hamas voudrait un accord d'échange. Pas parce qu'il veut libérer les otages, mais parce qu'il a besoin de souffler, parce qu'il a besoin de conforter sa position face à la population civile, parce qu'il aurait besoin de permettre des quantités beaucoup plus grandes d'aide humanitaire, etc. Mais tout ça ne semble pas fonctionner dans un mécanisme de rationalité que nous connaissons, d'autant plus que c'est qui exactement le Hamas? Est-ce que c'est Haniyeh à Doha? Est-ce que c'est Sinwar à Gaza? Est-ce que c'est les deux? Est-ce qu'ils changent d'avis 2 fois par jour? Est-ce que les messages qui sont transmis par 1, 2, voire 3 intermédiaires arrivent à leurs oreilles exactement comme ils ont été prononcés au départ? Tout ça rend la négociation extrêmement compliquée et vacillante. Et donc, il faut absolument attendre que, au final, les choses s'alignent de telle manière que un premier accord pour la libération d'une quarantaine ou cinquantaine d'otages vivants soit possible, parce que en définitive, c'est véritablement la seule chose qui compte véritablement. Il y a des âmes israéliennes qu'on peut sauver aujourd'hui, et je trouve qu'il faut faire vraiment des efforts considérables pour le faire. Tout le monde parle du prix de cette libération. Personne ou très peu parle du prix énorme que la société israélienne va devoir payer si ces gens sont abandonnés à leur sort. Alors justement, à propos des otages, il y a dans la presse israélienne ce matin le témoignage particulièrement émouvant et extrêmement dur de Amit Zoussana, qui est une des rescapées, qui a été en détention du Hamas pendant 55 jours et qui relate avec beaucoup de courage dans le New York Times et ce matin dans le Yediot Aharonot comment elle a été victime de sévices sexuels de la part de ses ravisseurs. Quels peuvent être l'impact quel peut être l'impact de ce témoignage sur la communauté internationale? Parce que on voit que c'est toujours difficile. Vous le constatez vous-même, Danny, en tant que diplomate, toujours difficile de faire passer ce genre de message. On a l'impression que même les victimes ne sont pas crédibles. Oui, alors c'est vrai qu'il y a une difficulté à faire passer ce message. Ça dépend évidemment qui sont vos interlocuteurs. Il y a, moi je rencontre des gens qui viennent au Forum des familles pour écouter soit les otages libérés, soit les familles des otages qui sont encore détenus à Gaza. Et il y a énormément d'empathie et ils sont tous ouverts à écouter. Mais il y a évidemment des milieux dans le monde, notamment dans le monde arabe, mais disons même dans la communauté internationale occidentale, des milieux qui doutent, qui demandent des preuves, qui veulent voir, veulent entendre quels ont été exactement les indices, etc., etc. Alors, manque de peau, dans un champ de bataille, le 7 octobre, quand les services de l'armée, des services de sécurité israéliens sont finalement arrivés, par exemple, sur le lieu du festival Nova, leur premier réflexe n'était pas de récolter des indices pour plus tard, des semaines plus tard, monter un dossier juridique. Il y a des témoignages
Et il y a beaucoup de choses qui soutiennent ces témoignages, notamment assez pour que la responsable des Nations Unies des crimes sexuels en état de guerre, Pramila Patten, écrive un rapport extrêmement clair, cinglant, sans équivoque. Et le témoignage qu'ont publié le New York Times et Yediot Ahronoth de Amit Sosna ne font que renforcer le contenu de ce rapport extrêmement important. Bien, Danny Sheikh, merci beaucoup d'avoir accepté de répondre ce matin à nos questions. Il faut mentionner aussi que l'armée a annoncé dans la nuit la mort d'un otage. Il s'agit d'Oriel Barour de Jérusalem, de 35 ans, qui a été kidnappé sur la rave party au Festival Nova et qui a apparemment été assassiné en détention. Il fallait le mentionner également ce matin. Merci beaucoup, Danny, d'avoir été avec nous ce matin. Bonne journée. Merci, Danny.